pour une énergie initiale avant le choc, comprise entre l'électronvolt et le MeV. Okay, donc, dans ce domaine d'énergie, je suis supérieur à l'électronvolt, donc je peux considérer que mon noyau cible, que je vais appeler grand A comme sa masse, en unité de masse atomique, en nombre de masses neutrons. Donc, mon noyau cible qui a une masse grand A avec cette unité de masse, peut être considéré comme immobile, hein, c'est-à-dire que kT, son énergie d'agitation thermique, est très petite devant E0. Et en plus, libre au sens où, même s'il est lié, l'hydrogène par exemple est lié à des liaisons hydrogène ou avec l'oxygène de l'eau, son énergie de liaison, je dirais, moléculaire, à l'intérieur d'une molécule, est très petite aussi devant l'énergie cinétique du neutron initial. Donc, on a vraiment des boules qui ne sont absolument pas en mouvement et attachées à d'autres. Et on va pouvoir traiter, du coup, exactement ce choc dans le cadre du modèle sphère dure. On va pouvoir faire du billard. Le but du jeu, c'est de dire, après le choc, dans le référentiel de A, le référentiel de A, c'est le référentiel des noyaux cibles, c'est le référentiel du milieu, c'est le référentiel du labo, c'est le référentiel dans lequel on veut connaître l'énergie cinétique, celui de notre système, de notre cœur de réacteur. Donc, dans notre référentiel pratique, après le choc, l'énergie cinétique du neutron sera 1,5, puisqu'on est en non relativiste, fois sa masse. En unité de masse, c'est 1. Donc, ce sera 1,5 fois la vitesse au carré. Et on aimerait bien l'exprimer en fonction de E0 avant le choc, qui est 1,5 fois la masse, en unité de masse neutron, 1, V0 carré. Autrement dit, ce qu'on aimerait bien exprimer, parce qu'on va vérifier que c'est quelque chose de multiplicatif, c'est-à-dire qu'il y a juste une relation de proportionnalité entre l'énergie avant un choc et l'énergie après, on aimerait bien calculer E sur E0, donc on va essayer de calculer V carré sur V0 carré. Voilà le but du jeu dans ce calcul, encore une fois, ultra classique de 2 babal. Alors, on va se placer d'abord dans le centre de masse. C'est le schéma que j'ai mis au tableau ici. Donc, si jamais le tableau repointe le bout de son nez, hop là, vous saurez que c'est ça que je vais dessiner, à savoir dans le centre de masse. Les conventions, je vous les montre, après je refais le dessin. J'ai pris pour le neutron avant et après le choc une couleur rouge. Et pour le noyau cible A qui va dans l'autre sens, vous voyez, on est dans le centre de masse, donc neutrons et noyau cible vont à la rencontre l'un de l'autre, puisque la quantité de mouvement total est nulle par définition. Il est en bleu. Et donc le noyau A recule vers le bas et le neutron est ralenti vers le haut. V0 étoile devient V étoile. Et grand V0 étoile pour le noyau cible devient grand V étoile. Notez que l'angle de déviation de la vitesse petit v étoile, donc du neutron qui part vers le haut, là, θ, c'est l'angle dans ce référentiel du centre de masse. Le point, centre de masse, étant défini à partir de la somme pondérée par les masses la somme pondérée des vecteurs position par les masses A et 1 pour le neutron. Et donc, ce qu'on montre dans ce référentiel du centre de masse, c'est qu'en fait, les normes des vitesses ne changent pas. Ça, c'est classique d'un choc élastique, je veux dire macroscopique, mais aussi ici pour les neutrons. La vitesse avant-après pour le neutron, les petits v étoiles, restent les mêmes en normes. Et pareil pour grand V. C'est pratiquement une définition d'un choc de type spéculaire, sphère dure, élastique, etc. Donc les normes des vitesses ne changent pas. D'où ça vient? Je vous refais le schéma. Voilà. Mais bon, vous avez bien compris que l'idée n'est pas de forcément consacrer trop de temps à un truc qui est en fait de la physique. Tout ce qu'il y a de plus classique. Votre neutron, initialement, il est en rouge. Dans le centre de masse, Dans le centre de masse, votre noyau cible, il vient à sa rencontre avec une vitesse grand V 0. Étoile veut dire que c'est dans le centre de masse qu'on se place. Et après le choc,
vous avez déviation du neutron d'un angle θ, avec une vitesse qui change de direction, mais par contre qui a toujours la même norme, ce que mon dessin ne présente pas forcément, et votre noyau cible, dans la même couleur bleue, qui recule. Notez que la quantité de mouvement totale avant est nulle, après, hop, est nulle aussi. Hein. Là, ça, pondéré par les masses, ça s'annule. Alors, comme la quantité de mouvement totale est nulle, vous pouvez écrire ça. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est avant. C'est aussi valable après. Donc, c'est une première relation. Vous pouvez aussi écrire, deuxième, que l'énergie totale avant, c'est aussi celle après. Donc, écrire ça. Égale après. Et ben, les deux utilisés conjointement vous donnent, donc P et E, utilisés ensemble, vous donnent au final égalité des normes de vitesse. Je vous dis, c'est quasiment de l'ordre de si vous dites ça à quelqu'un, il dit « Ah ouais, dans le centre de masse, les vitesses sont égales. » Ouais, choc élastique, c'est pareil. Donc, j'ai mon neutron qui a une vitesse V0, hop, qui rentre en collision avec mon noyau cible, qui va reculer. Là, les choses nous semblent plus familières parce qu'on a l'habitude d'observer les choses dans notre repère à nous hein, et non dans un repère défini par rapport aux deux particules en choc. Donc, mon noyau qui recule, suivant une vitesse après le choc, grand V, sachant que sa vitesse initiale avant le choc, bah, c'est V0, mais c'est 0, hein, puisqu'on est dans le référentiel du laboratoire, que A est l'origine. Et mon neutron qui ensuite diffuse, vous voyez, suivant un angle qui autorise la conservation de la quantité de mouvement total. Avant, la quantité de mouvement total, elle est définie dans le laboratoire par la masse du neutron 1 fois V0, donc ça, c'est la quantité de mouvement total. Après, elle doit être égale, conservée. D'où la vitesse V ici de sortie du neutron. Et moi, ce que je cherche, c'est V carré sur V0 carré. D'accord? V carré sur V0 carré. Donc, un bon point de départ. Alors, je peux aussi mettre ça à jour. Je ne sais pas hein, si je vais utiliser le tableau pour compléter un peu ce schéma. Si jamais il y en a qui veulent le faire quand on observe le tableau, eh ben, vous pourrez. Puis si je ne montre pas le tableau, ben, tant pis. Voilà. Donc, vous voyez, les mêmes couleurs. Simplement, ici, on n'a pas de quantité de mouvement total et ça se voit sur les directions avant, après. Et ici, on a une quantité de mouvement total à conserver avant, après. D'accord? Et l'idée, c'est d'exprimer V carré en fonction de V0 carré en exploitant ces relations très pratiques, là, l'égalité des normes dans le centre de masse. Sachant que je connais aussi l'expression de la vitesse du centre de masse qui me permet, grâce à la composition classique des vitesses hein, de Galilée, de passer d'un référentiel à l'autre. Donc en utilisant ces relations, en utilisant ce qui permet par composition des vitesses de passer d'un référentiel à l'autre, je vais pouvoir exprimer au final V carré, là, en fonction de V0 carré. Donc, comment ça va se goupiller je pars pour calculer V carré. Donc, je vais forcément exprimer à partir de V. Et en particulier, V, je peux l'exprimer à partir de V étoile. Parce que vous voyez que en exprimant V à partir de V étoile et en utilisant le fait que la norme de V étoile, c'est V0 étoile, je vais passer de V à V étoile dans le centre de masse, à V0 étoile, à V0 dans le labo. Vous voyez, le centre de masse, hop, c'est un petit point de passage pour me rapprocher à partir de V de V0. Donc, composition des vitesses. Il suffit que j'ajoute la vitesse du centre de masse pour passer du labo au centre de masse et vice-versa. Sachant que, par définition, la vitesse de mon centre de masse, c'est la somme pondérée par les proportions de masse des vitesses des participants, ici V0
et grand V0 qui est nul. Donc c'est V0 fois la masse du neutron, c'est-à-dire 1, plus grand V0 fois la masse du noyau cible, ça c'est nul, sur la somme des masses. Autrement dit, c'est V0 sur A plus 1. Donc je le mets un petit peu en vedette parce qu'on va l'utiliser un certain nombre de fois, cette vitesse, définition de la vitesse du centre de masse. Quand vous prenez la version uniquement en position de ça, hein, donc vous intégrez en quelque sorte, la version position, c'est la définition du point centre de masse. Alors, elles vont au carré ce machin, puisque moi, l'idée, c'est de calculer V carré. Hein. Ça va me faire V étoile carré, plus vitesse du centre de masse au carré, plus 2 fois le produit scalaire. OK ? V étoile, voilà. Bon, il me reste 3 termes à calculer. Et si possible, pour chacun de ces termes, en faisant apparaître V0. Alors, ici, premier terme. Hop. Ce premier terme-là, V étoile au carré. Déjà, je peux dire que V étoile, c'est égal à V0 étoile. OK ? Centre de masse, ça va. Je peux aussi revenir à V0 par la composition des vitesses. Attention, là, moi, maintenant, je ne crée plus de vecteurs, je projette directement. Hein. Donc, on peut vérifier que c'est le bon signe par rapport à mes dessins. Et comme je connais l'expression de la norme du centre de masse, avec V0 flèche, donc ça va, je ne me gourre pas sur le signe, en mettant un moins, ça me fait A V0 sur A plus 1. Donc ça, c'est V étoile. Ça, c'est V étoile carré. V étoile carré, ce qui est plutôt pas mal, c'est que je vais avoir quelque chose en V0 carré. 1 sur 3, OK. Je suis content parce que j'ai quelque chose qui est proportionnel à V0. Il faut continuer. Le deuxième, c'est la vitesse du centre de masse au carré. Regardez. C'est du V0 carré aussi. Donc 2 sur 3, OK. Et il me reste ce troisième, ici, produit scalaire. Ce troisième terme. Sachant que la vitesse du centre de masse, j'ai son expression là. V étoile, donc la vitesse du centre de masse, c'est comme V0. Et V étoile, et donc V0 étoile, et V étoile, c'est là. Donc, ce troisième terme, je vais le caser ici. Ça va me donner 2 fois V étoile, ici A, V0 sur A plus 1. Attention, ça, c'est la norme. OK ? Multiplié par la vitesse du centre de masse, c'est ça. Et le produit scalaire entre ces deux vecteurs vitesse, il va faire intervenir un cosinus θ. Donc, en tout, ce terme-là, si je ne me trompe pas, vous me dites, ça va me faire un V0 carré cos θ sur A plus 1 fois A plus 1 au carré. J'ai les trois termes. Et donc, chacun de ces termes est proportionnel à V0 carré. Et quand je calcule V carré sur V0 carré, on trouve... Alors, je vérifie que c'est ça. 2A cos θ plus 1. Alors, cette expression, encore une fois, si vous avez un doute, allez voir dans un calcul classique, mécanique classique, vous trouverez cette loi. Nous, en fait, on va tout de suite la mettre en forme parce qu'on veut faire intervenir un paramètre qu'on va appeler paramètre de choc. On va le mettre sous cette forme-là. 1 plus alpha. Alors là, pour le coup, il y a des alphas. Hein. Voilà. Avec alpha, j'ai plus de place, je vais vous le mettre ici. Donc, on a trouvé que l'énergie avant le choc, après le choc, sur l'énergie avant, s'exprimait simplement de cette forme-là. Donc, premier fait remarquable, ça, c'est le rapport de l'énergie après sur l'énergie avant pour un angle θ donné. C'est-à-dire pour une diffusion particulière, sachant qu'à ce θ, dans le centre de masse, on peut associer un angle psi, hein, bien sûr. Il y a un changement de repère à faire. Je ne vais pas donner tout de suite la formule, peu importe. C'est une diffusion particulière, dans une direction donnée. Quand vous choisissez la direction
qu'a le neutron après le choc, d'une certaine manière, vous choisissez de façon directement bijective, si je peux dire, son énergie de sortie. Donc on a trouvé la loi fonction de l'angle de déviation donnant l'énergie de sortie en fonction de l'énergie d'entrée. Puis il y a un deuxième paramètre qui est caché dans le alpha ici. Ce paramètre alpha, c'est ce qu'on appelle le paramètre du choc. C'est juste A moins 1 sur A plus 1 au carré. C'est-à-dire le rapport de la masse du noyau cible moins 1 sur la masse plus 1, le tout au carré. Et ce paramètre, au passage, vérifier qu'il varie entre 0 et 1. Il vaut 0 pour A égale 1, c'est-à-dire pour l'hydrogène. Et il tend vers 1 pour des nombres de masse très grands, par exemple l'uranium 238. D'accord. Et donc on a trouvé la formule qui nous permet, quand on connaît la masse du noyau cible, quand on connaît l'énergie initiale du neutron et qu'on connaît l'angle de déviation qu'il va subir, de déterminer son énergie après le choc. On pourrait aussi trouver la valeur de l'énergie cinétique du recul, du noyau de recul, mais nous, neutroniciens, on s'en fiche de ça. Peut-être que les physiciens des matériaux, type Émilie Ferrier, ça l'intéressera plus. Mais nous, ce qui nous importe vraiment, et on continuerait le calcul jusqu'à l'obtenir, hein, mais moi, je ne vais pas le faire, parce que nous, ça ne nous sert à rien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir la façon qu'ont les neutrons de ralentir. Bon, cette formule est simple. Pour autant, est-ce qu'elle vous parle bien? Première chose, on va la vérifier sur quelques cas particuliers. On va prendre un A quelconque. Alors, je vous ai donné ici les extrêmes. Prenons un A quelconque. Par exemple, A égale 12. On suppose qu'on a du graphite, comme dans le tout premier réacteur, hein, des piles de graphite. Si θ égale 0, alors en fait, on fait une diffusion rasante, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de choc. Le neutron, il n'y a pas de choc. Ici, le neutron, il passe, et puis il n'est absolument pas dévié, il continue. OK ? Est-ce que ça marche? Dans ce cas-là, le cosinus θ vaut 1, les alphas se simplifient, et on trouve bien, quelle que soit la masse A, que E égale E0. OK. À éviter, hein, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'un modérateur soit très efficace pour propulser d'autant plus vite les neutrons vers les zones thermiques d'utilité thermique maximale. Okay. Donc, puisque θ égale 0 est particulièrement inefficace, on va tenter θ égale pi. Là, c'est beaucoup plus intéressant. On a affaire à ce qu'on appelle une rétrodiffusion. Le terme existe aussi pour de la diffusion Compton. Hein. Le gamma arrive dans une direction, repart dans la direction opposée. Pareil pour le neutron. Ça commence à ressembler un peu plus à un carreau. Si je prends un nombre de masse quelconque, mais pas favorable, j'ai l'impression que ça serait avec un très grand nombre de masses que ça ne serait pas top. Sachant que la rétrodiffusion, a priori, est le cas le plus efficace. Hein. À vérifier. Alors même dans ce cas-là, le plus efficace, qu'est-ce qu'on a? On a E sur E0 qui vaut 1,5. Le cosinus de pi vaut moins 1. Donc c'est les 1 qui se simplifient ce coup-là. Et on a 2 alpha sur 2. Donc on a E sur E0 égale alpha. C'est-à-dire que dans le cas très général, quel que soit le nombre de masses, la rétrodiffusion donne comme énergie de sortie alpha fois l'énergie initiale. Vous voyez ? Donc c'est le cas particulier de la rétrodiffusion. Dans le cas particulier de la rétrodiffusion, quelle que soit la masse, on a ça. Alors si on prend un nombre de masses très grand, alpha vaut 1, et donc E égale E0. C'est encore perdu. Vous voyez ? La rétrodiffusion, qui est a priori très efficace, à cause d'une masse quasi infinie devant celle du neutron du noyau cible, n'est pas efficace pour autant, ne permet pas le ralentissement. L'énergie est à peine inférieure à E0. Parce que voilà, alpha égale 1, c'est vraiment le cas où A est infini. Si vous prenez un noyau d'uranium 238, alpha vaut 237 sur 239 au carré.
pas très loin de 1, hein, ok, c'est 0,99 quelque chose. Donc, très mauvais ralentissement. Sur les noyaux lourds, les neutrons rebondissent quasiment sans perte d'énergie. Alors, est-ce que c'est très étonnant? Non, c'est exactement ce qui arrive quand vous faites rebondir une balle élastique, donc voilà, par exemple ici, une balle de ping-pong, un neutron, d'accord, sur un mur. Les différences de masse sont énormes, le facteur entre les masses est énorme, voire infini, et donc il y a, j'ai un mur portable ici, donc vous voyez, il n'y a aucune énergie perdue à chaque choc. Vous pouvez continuer longtemps comme ça, votre énergie cinétique neutron, elle restera très longtemps égale à E0. On parle dans ces cas-là de ralentissement adiabatique, c'est-à-dire que vous ne perdez qu'une toute petite partie d'énergie à cause d'un tout petit recul dans le milieu, et finalement, vous restez en spectre rapide. Dans les réacteurs à neutrons rapides, les diffusions se font sur du sodium, par exemple. Vous allez me dire, ce n'est pas très très lourd. Nombre de masse 23, c'est suffisamment grand devant 1 pour que finalement le spectre qu'on mesure, la densité énergétique de flux qu'on mesure dans le cœur, c'est juste un spectre de fission légèrement dégradé, hein, qui dégueule un peu vers les énergies inférieures, qui n'est plus un spectre de fission bien centré sur de MeV, mais dont le maximum s'est décalé vers 500 keV. Vous voyez, il y a une légère dégradation, il y a un petit ralentissement malgré tout, mais vous voyez qu'on est loin d'avoir tout ce domaine de ralentissement rempli jusqu'à l'électronvolt et ensuite l'accumulation sous l'électronvolt des neutrons thermiques. Okay. Donc, quel est le cas efficace? Le cas efficace, pour revenir ici, il est évidemment pour des noyaux très légers. À ce moment-là, ça marche très bien et on ne fait pas mieux que l'hydrogène. Alpha est nul. Et donc, théoriquement, on devrait avoir 0 en un choc. En un choc de type θ égale pi, bien sûr. Hein, je suis toujours dans ce cas-là. Pour l'hydrogène. Et ça aussi, c'est un résultat hyper connu. Donc, si je reprends ma balle de... Voilà, mon neutron ici, le cas précédent, c'était un gros noyau. Hop. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas... Oula, j'ai perdu un truc là. Non, c'est bon. Il y a des ralentissements de réseau. Et hier, il y avait de gros problèmes de connexion dans tous les labos du Polygone. J'espère que ça ne va pas recommencer. Donc, là, j'ai mon noyau de nombre de masse très grand. Et que vous voyez, quand je l'envoie dessus avec un angle θ égale pi, je ne perds absolument pas d'énergie cinétique. Okay, la boule, elle bouge à peine. Et pourtant, elle n'est pas infiniment plus lourde, mais ça suffit. Okay, si maintenant, je tente la même chose sur un proton, de même masse que le neutron, alors je peux faire un carreau. Vous voyez, le neutron est arrêté sur place et transfère toute son énergie cinétique au proton qui, au-dessus de l'électronvolt et en dessous du MeV, dans le domaine du ralentissement, je fais une hypothèse supplémentaire qui est très souvent vérifiée, c'est que la section efficace de diffusion élastique, elle est constante. Elle est indépendante de l'énergie. Remarquez qu'à très haute énergie aussi, enfin au-dessus du MeV, ça a tendance aussi à varier. Et ça, c'est un fait supplémentaire que je rajoute à ces deux hypothèses déjà bien simplificatrices. La probabilité de diffuser entre le MeV et l'électronvolt, elle est indépendante de l'énergie. C'est ça que ça veut dire. Allez voir dans les bases de données qu'on a pu vous donner dans le cours d'intro, la façon dont varient les sections efficaces, c'est tout plat. Alors attention, ce n'est pas tout plat parce qu'on a une cible solide et qu'on continue à faire du billard. Hein. On est bien dans le monde de la mécanique quantique. Mais c'est juste que si vous n'aviez pas fait ce calcul, quand vous calculez la section efficace de diffusion, il y a des termes de dépendance, en fonction de la vitesse notamment, qui simplifient. D'accord ? Donc vous avez un puits de potentiel qui représente le noyau cible. Il faut d'abord être absorbé par ce noyau cible, et puis il faut en ressortir. Et donc vous avez un facteur de transmission, puis un facteur de réflexion. Et quand vous multipliez tous ces facteurs qui varient en 1 sur V, 1 sur V2, etc., tout ça se simplifie et qu'il n'y a plus aucune dépendance en fonction de la vitesse. Donc c'est aussi la mécanique quantique qui le dit, ça. On peut retrouver cette façon de dépendre de V, c'est-à-dire de ne pas en dépendre en fait, par un calcul exact. Hein. Voilà. Donc c'est une réalité exacte de la diffusion élastique.
Et c'est très, très pratique pour nous. Ça va nous permettre de calculer en fait la probabilité, donc je vais l'écrire comme ça, la probabilité d'atteindre l'énergie E en partant d'une énergie E0, qui est par exemple l'énergie initiale. Et en fait, de probabilité, c'est une densité de probabilité. C'est la densité de probabilité de diffuser en un choc. Donc, je pourrais mettre un indice petit 1 quelque part, je ne veux pas trop surcharger, mais c'est uniquement dans le cas d'un choc de E0 jusqu'à E, inférieur à E0, hein, évidemment. C'est une densité de probabilité. Autrement dit, si vous voulez une probabilité, donc c'est unité des électronvolts moins 1, ça. Okay. Si vous voulez une probabilité sans dimension, bah moi je vous propose celle-là. C'est la probabilité de diffuser en un choc de E0 jusqu'à E plus DE. D'accord? Donc ça, c'est des électronvolts. Ça, c'est des électronvolts moins 1. Et le produit des deux vous donne la probabilité d'arroser en quelque sorte le petit intervalle E plus DE partant de E0. Le fait que ça soit constant, ok, va nous permettre le calcul de cette grandeur et aussi nous permettre de comprendre que c'est une constante. Cette densité de probabilité de partir de 0 pour aller jusqu'à un intervalle E plus DE est indépendante de l'énergie. Autrement dit, si je représente cette loi, on va avoir P de E0 de E, l'énergie, mon énergie de départ, ok, une énergie quelconque d'arrivée en un choc, donc c'est toujours en un choc, hein. Donc je suppose qu'en un choc, je vais arriver en boum, E à DE près, c'est-à-dire que je vais arriver entre là et là. Remarquez que ici, par pure convention, hein, j'ai choisi un DE positif, bon, pourquoi pas. Et que finalement, j'ai la même probabilité pour un DE donné d'arriver là, là, là ou là. C'est assez particulier quand même. On aurait pu se dire, ouais, c'est quand même peut-être plus facile de faire un petit ralentissement que un choc vraiment efficace. Et du coup, je devrais avoir une plus grande probabilité de finir près de 0 que loin. Non, non, pas du tout. Tout l'intervalle accessible en un choc de alpha E0 à E0 est couvert de façon équiprobable. Ça va? Et d'où ça vient ça? Ça vient du fait que ma loi de ralentissement est directement reliée, puisque alpha A, c'est des constantes de mon problème, à l'angle, que l'angle, c'est l'angle dans le centre de masse, et que dans le centre de masse, dans tous les cas, la diffusion est isotrope. Vous vous rappelez, si je reviens sur mon schéma dans le centre de masse ici, pourquoi c'est isotrope dans le centre de masse? Parce que la quantité de mouvement total est nulle. Elle est nulle avant, elle est nulle, ça fait mal, après, et donc je n'ai aucune orientation à privilégier pour l'orientation de mes vecteurs vitesse après le choc. Vous voyez, je les ai mis comme ça, mais en fait, j'aurais dû les mettre comme ça, dans un sens qui n'est pas intuitif. C'est complètement tiré au hasard de façon équiprobable, cette direction θ. Comme mon rapport des énergies du choc dépend de cet angle qui est isotrope, il n'y a aucune raison d'avoir une énergie favorisée par rapport à une autre. Ça va? Donc, on pourrait tout à fait se contenter de cette, comment dire, de cette explication, hein, à savoir, ma loi de choc dépend de θ, qui est l'angle isotrope, puisque c'est l'angle de déviation dans le centre de masse, et donc ma loi, elle est plate. P de E0 jusqu'à E est constante. Et du fait de ces deux hypothèses, on va pouvoir calculer P, cette probabilité, pour ensuite en déduire cette densité de probabilité, en écrivant que cette probabilité, on peut aussi la calculer
en écrivant que c'est la probabilité à partir de E0 de choisir un angle de déviation dans le centre de masse qui est justement celui qui est associé à l'énergie E, c'est-à-dire que je peux mettre en indice ici θ de E, c'est la valeur de l'angle qui assure à l'énergie de sortie du neutron la valeur E, okay, la déviation particulière. Quand celui-là vaut pi, je sais que l'énergie c'est alpha E0 par exemple. Vous voyez, c'est bijectif. Avec la particularité que, en fait, si j'écris ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand E diminue, ou plutôt, si vous voulez que le ralentissement soit moins bon, c'est-à-dire que DE soit positif, quand DE est positif ici, vous êtes d'accord que si je vise E et qu'en fait je n'atteins que E plus DE, c'est que mon ralentissement il est un peu foireux. Je n'ai pas fait aussi bien que l'énergie E qui est plus basse. Le fait que DE soit positif traduit un moins bon ralentissement. D'accord ? Et un moins bon ralentissement, c'est-à-dire un signe DE positif, correspond à un dθ plus petit, une variation négative de dθ. Donc pour être vraiment rigoureux, sachant que les densités de probabilité sont toujours positives, hein, bien sûr, la bonne relation, c'est celle-là. Moins. Si vous préférez, on va l'écrire comme ça, puisque la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins ce nombre. Donc, moins d de E sur dθ, ça fait 1 demi, 1 moins alpha, E0, sinus θ. Voilà. E0 sur 2, 1 moins alpha, sinus θ. Voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, il s'agit de calculer cette densité de probabilité-là, c'est-à-dire partant de E0, arriver jusqu'à une énergie qui correspond à un angle θ bien particulier. Okay, ça veut dire que cette probabilité, c'est la probabilité de subir une diffusion qui m'envoie dans la direction θ, donc c'est sigma s de θ, c'est la dérivée par rapport à θ sur sigma s total, intégré sur toutes les directions. Okay, et au passage, vous pouvez me dire, ah, on n'a jamais fait ça avec les angles. Il suffit de se ramener à ce qu'on a fait sur les directions et les angles solides. C'est-à-dire que sigma s de θ, c'est tout simplement sigma s de oméga fois, pareil, la dérivée intervient entre les deux variables. Hein, je fais un changement de variable, d oméga sur dθ. Ça, c'est égal à sigma s total sur 4pi parce que c'est isotrope. C'est isotrope dans le centre de masse. Okay, et c'est justement dans ce référentiel-là que je travaille avec θ. Et d oméga sur dθ, ça, c'est connu. L'angle solide élémentaire, vous savez que c'est 2pi sinus θ. Donc d oméga sur dθ, c'est 2pi sinus θ, dθ, pardon, sur dθ. Voilà. Hop. Donc c'est 2pi sinus θ. Donc sigma s de θ, qui caractérise la probabilité d'être dévié dans l'angle θ, c'est tout simplement sigma s sur, hop, les pi simplifient, donc sigma s sur 2 fois sinus θ. Et donc, cette densité de probabilité angulaire, qui est équivalente à la énergétique, modulo le changement de variable, vous voyez que les sigma s se simplifient, c'est 1 demi de sinus θ. Donc, ce que je cherche ici, ça, c'est le rapport de ça c'est au numérateur, sur ça, c'est au dénominateur. Et vous voyez quelque chose de très plaisant, déjà à l'œil nu, c'est que les sinus θ se simplifient quand je fais le rapport des deux, et il n'y a plus de θ qui intervient. Alors ça, c'était pas forcément évident. Intuitivement, on l'avait compris en se disant, bah, si c'est isotrope, toutes les directions sont arrosées de la même façon, donc toutes les énergies associées aussi. C'est plein en θ, c'est plein en E. Mais ça va mieux en le vérifiant quand même précisément et en trouvant par la même occasion, deuxième vérification, quand vous faites le rapport de ça sur ça, il reste 1 sur E0, 1 moins alpha, qui est bien la valeur, okay, qu'on avait déterminée juste en face, ici, parce que
on savait, enfin, on partait du principe qu'elle était constante. On avait compris que c'était constant et on avait déduit cette valeur constante. Là, non seulement on a retrouvé la valeur constante, mais par la même occasion, on a démontré que c'était constant. Il n'y a pas d'énergie préférée comme arrivée à partir d'une énergie E0. Elles sont toutes distribuées de la même façon. Okay, il y a autant de chances de faire un très bon choc qu'un très mauvais, de faire un angle pi que de faire dans le centre de masse, hein, θ égale pi, que de faire un angle θ égale 0 et donc de faire une diffusion pour rien, de rester sur E0. Ça va? Donc vous voyez que c'est un peu plus intéressant que simplement la relation générale. On a une information supplémentaire ici. La relation générale qui relie l'énergie d'entrée à l'énergie de sortie pour un choc particulier, c'est une chose. Nous, on a quelque chose de supplémentaire dans cette loi de probabilité, c'est la densité de probabilité, la façon dont tout le domaine des énergies possibles est peuplé. Donc, on est en train de dépasser le simple cadre du choc unique, ou plutôt, on traite toujours un choc unique, mais dans toute sa complexité, dans toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Et qui dit densité de probabilité dit calcul de moyenne. Maintenant, on va pouvoir calculer une moyenne. Alors, par exemple, l'énergie moyenne après un choc, dans un cas A, alpha quelconque, pourrait dégainer un calcul de moyenne en disant l'énergie moyenne après un choc à l'énergie E0, c'est la somme pondérée des différentes valeurs d'énergie possibles, donc entre le minimum et le maximum, c'est-à-dire l'énergie ne change pas, elle reste à E0, pondérée par quoi? Par les probabilités. La probabilité partant de E0 d'arriver à l'énergie E, à des E près, c'est ça. Donc vous avez bien une somme de valeurs dont vous cherchez la moyenne, je cherche la valeur moyenne de E, pondérée par la probabilité d'arriver en E, à des E près. Donc on pourrait faire ce calcul, d'autant qu'on a l'expression de la densité de probabilité juste au-dessus. Voyez, et ça, c'est une proba sans dimension, on a bien la dimension d'une énergie. Au passage, faites le calcul intégral si vous voulez, il n'est pas compliqué. Moi, je préfère directement utiliser cette densité de probabilité graphiquement. La moyenne, c'est celle qui partage la densité de probabilité en deux surfaces égales, on est bien d'accord. Donc ici, j'ai la moitié de ma densité de probabilité parce qu'elle est constante. Autrement dit, j'ai la même surface à gauche qu'à droite. Et l'énergie moyenne, c'est tout simplement celle qui coupe mon domaine en deux parties égales. On est bien d'accord. C'est ce que vous trouveriez avec ce calcul. C'est-à-dire que c'est E0, la max, pas de ralentissement, plus alpha E0, la mine, ralentissement hyper efficace, le plus efficace possible, sur 2. Okay, donc c'est 1 demi, c'est E0 sur 2 fois 1 plus alpha. Vous pourrez vérifier pour le fun si vous voulez que l'intégrale donne le même résultat. Ça va, ça, c'est bien compris. Donc vous voyez l'avantage d'avoir une densité de probabilité constante, on n'a pas à choisir, hein, c'est un coup de bol, c'est merci à la physique de ce genre de choc. D'être aussi simple permet de calculer immédiatement l'énergie moyenne après un choc. Par exemple, avec de l'hydrogène, le nombre de masse est 1, le paramètre du choc vaut 0, l'énergie moyenne après un choc à l'énergie E0, c'est la moitié. Donc vous voyez, en moyenne, un choc sur l'hydrogène vous multiplie l'énergie initiale par un facteur 1,5. Vous refaites un choc, vous voulez la moyenne après ce deuxième choc, vous remultipliez par un facteur 1,5, etc., etc. Ça va? Si vous faites le choc sur un noyau très lourd, eh ben, le paramètre de choc est toujours très proche de 1, il tend vers 1, et vous voyez que l'énergie moyenne après un choc, eh ben, ça fait toujours que la même chose. C'est-à-dire que vous le regardiez du point de vue du ralentissement le plus efficace possible ou du ralentissement en moyenne, un choc sur un noyau infiniment lourd, ça ne perd pas d'énergie. Sauf que quand ça a été découvert, 2 années à tout casser après la découverte du neutron, donc vers 1934, par Fermi et son équipe à Rome, ça n'a pas du tout été compris tout de suite. Et ça a même été découvert de façon fortuite, puisque l'idée après la découverte des neutrons, c'était d'irradier à peu près tout avec, puisqu'on espérait ainsi sonder un peu plus intimement la structure des noyaux, etc., ce qui est tout à fait vrai, puisque c'est des particules neutres.
Et donc, des manips d'irradiation, ils en faisaient plein, y compris à Rome, en utilisant des radium-beryllium, donc l'ancêtre de l'américium-beryllium, l'américium n'étant pas encore produit dans des réacteurs nucléaires parce qu'il n'y avait pas encore de réacteurs nucléaires. Et ils constataient que d'un jour à l'autre, certaines activations se faisaient très très bien et d'autres fois très très mal. Puis ils ont fini par se rendre compte que c'était lorsqu'ils utilisaient une table plutôt qu'une autre. Et le hasard fait qu'à l'époque, en Italie, il y avait deux types de tables. Il y avait des tables donc, qui servaient de support aux réactions d'irradiation, des tables en bois et puis des tables en marbre, parce qu'en Italie, il y a du marbre. Et avec des tables en marbre composées de noyaux assez lourds, finalement, ils ne dégradaient pas le spectre d'énergie de neutrons de la source et constataient des taux de réaction assez faibles. Alors que avec une table en bois, avec pas mal de carbone, d'hydrogène, ils avaient un ralentissement par la table des neutrons et donc des taux de réaction qui s'en trouvaient accrus, puisque vous savez, les sections efficaces d'absorption résonante varient en 1 sur V. On peut le calculer maintenant, parce que comme toute moyenne, ça, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles de ce cosinus dont on cherche la moyenne. Alors, les différentes valeurs possibles, c'est d'une déviation minimale dans le référentiel du labo, c'est-à-dire 0, à une déviation maximale, c'est-à-dire pi. De quoi? De la densité de probabilité partant de E0 d'être dévié d'un angle psi dans le laboratoire. OK? Alors, de la même façon qu'on a établi un lien entre la densité de probabilité pour passer d'une énergie à une autre en termes d'énergie, donc c'était là. OK? De la même façon qu'on peut écrire que ça, c'est la probabilité de passer de E0 à E, et là, de E0 à E, mais via un angle θ qui correspond à une nouvelle énergie E, on peut aussi écrire que la probabilité de dévier de cet angle psi correspondant à une nouvelle énergie E, c'est aussi la probabilité d'être dévié de l'angle θ correspondant. Voilà la fameuse formule dont on parlait quand on se posait la question de mais quelle est cette fameuse relation entre psi et θ, puisque ce sont deux angles qui ne diffèrent que par le référentiel dans lequel ils sont utilisés, mais qui décrivent le même phénomène, qui se produit, qui est unique, peu importe la façon qu'on a de le décrire, je suis bien d'accord. Donc, comment trouver ça? Ça, on a vu que c'était 1/2 de sinus θ dθ. Donc, vous avez cette relation en puissance entre la densité de probabilité suivant l'angle psi et θ, et clairement, on va se ramener à une intégrale à intégrer suivant θ là. OK? Alors, pour ce faire, vous vous rappelez, donc là, je ne vais pas revenir sur les schémas, simplement, si ça vous intéresse, vous pourrez essayer de retrouver ça chez vous. Ce n'est pas forcément déterminant, je dirais, pour ce que nous ferons ensuite en termes de ralentissement. Mais là, clairement, dans cette relation de changement de référentiel, vous savez qu'ici, il y a le cosinus psi qui intervient. Enfin, la vitesse v est déviée d'un angle psi par rapport à la direction incidente. Ici, c'est plutôt le cosinus de θ, puisque la déviation par rapport à la direction incidente dans le centre de masse, c'est θ, c'est pas psi. OK? Et puis, la vitesse du centre de masse qui est collinaire à la vitesse v0 incidente dans les deux cas. Donc ça, convenablement projeté, ça vous donne que le cosinus de psi, c'est égal à A cos θ plus 1. Vous avez une relation directe entre les deux cosinus sur un terme constant. Non, pardon, pas constant, puisqu'il y a cos θ qui intervient. Excusez-moi. Voilà. Hop. Bon. Ça nous fait une belle jambe. Ça nous permet juste surtout de voir que si vous connaissez θ et son cosinus, vous connaissez psi et son cosinus. Voilà la formule de changement de repère pour nos angles et nos cosinus. Et puis, bon, alors, ouais, je ne vais même pas vous le mettre parce que ça ne présente pas trop d'intérêt. Mais il se trouve que ça, en fait, c'est des... attendez, si je fais ça... oui, donc, pardon, ça, vous savez par quoi le remplacer. Vous le remplacez par ça. Ça, maintenant, vous savez par quoi le remplacer. Vous le remplacez par son expression en fonction de θ.
Et en faisant le changement de variable, vous avez une nouvelle intégrale fonction de θ qui va ressembler à une intégrale remarquable avec des polynômes de cosinus θ, sinus θ, etc. Et après intégration, vous trouverez 2 sur 3a.